Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous on a décidé de vous parler de GHB et de soumission chimique. Et notamment, on va commencer par vous parler de consentement et de violences sexistes et sexuelles parce que c'est toute l'origine du problème et que la drogue, elle ne va pas d'elle-même, toute seule, avec ses petites jambes de drogue dans les verres des victimes potentielles. On a réalisé en 2019 un sondage qui s'appelle État des lieux des violences sexuelles et sexistes qu'on a fait tourner sur internet. On dit sondage et pas étude parce que dans des études, il y a des sélections de personnes pour créer des échantillons représentatifs de la société. Ici, dans un sondage sur internet, qui veut répondre, répond. Et les résultats ont été très peu surprenants. D'une part, 70% des répondants étaient des répondantes, ce qui nous donne déjà un petit indice sur l'origine du problème et sur le fait que les femmes s'intéressent beaucoup plus aux questions de consentement que les hommes. Étonné ? On a classifié les différentes formes de violences sexistes et sexuelles, sans les catégoriser par nom, mais en décrivant ce que c'était. Donc l'outrage sexiste, c'est devenu des injures, des propositions à caractère sexuel. Le harcèlement, c'est devenu des injures ou des propositions à caractère sexuel répétées. Les agressions sexuelles sont devenues des « est-ce qu'on vous a déjà touché dans cette zone ou cette zone ?» et des viols ont été décrits sans les mots. Pour ce qui est de la soumission chimique, en 2019, dans notre sondage, les gens ne se reconnaissaient pas et on a très peu de données qui parlent de ce phénomène. On a aussi choisi de différencier les différents lieux de fête. Donc on avait l'espace public, qui est à la fois un lieu de passage et un lieu de fête. On avait le bar, le club, les discothèques, les festivals qui durent plusieurs jours, les soirées en appartement, parce qu'il y avait le Covid, t'as compris, et aussi les free parties. En gros, on s'est rendu compte que plus les violences sexuelles et sexistes elles montaient en importance et en violence, plus elles se déroulaient dans des cadres qui étaient confinés, dans lesquels on se sent en sécurité. Donc pour ce qui est des outrages sexistes, notamment avec le harcèlement de rue, c'est essentiellement dans la rue, dans les clubs et dans les bars. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, c'est un petit peu réparti dans tout, mais très peu les soirées en appart. Pour ce qui est des agressions sexuelles, les soirées en appart font une petite remontada. Les résultats sont ici. Bon, en gros, ce que ça dit, c'est que le viol, dans la grande majorité des cas, se déroule en appartement, en soirée en appartement. Et on va coupler ce chiffre avec le fait que 9 personnes sur 10 connaissaient leur agresseur. Et on va du coup faire cette petite sentence, cette petite maxime, qui dit ce qui signifie qu'on a bien plus de risques d'être abusé par quelqu'un qu'on connaît dans un endroit où on se sent parfaitement en sécurité. Le sondage tel que nous on l'a produit, il a été fabriqué à peu près dans les mêmes temps par d'autres organismes. Ainsi, Sexism and Free Night, un dispositif européen qui faisait un peu l'état des lieux des violences sexuelles et sexistes dans l'espace festif à l'échelle européenne. Et arrivé à peu près aux mêmes conclusions que nous, et surtout, chez eux, c'était 74% des répondants qui étaient des répondantes. Voilà, donc on a encore un biais. Ces dernières années, il y a aussi l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur qui s'est aussi penché sur la question des violences sexuelles et sexistes. Et ils sont aussi arrivés à la même conclusion que nous, 76% des répondants sont des femmes. Enfin, la conclusion. C'est pas vraiment une conclusion, puisqu'en fait, le genre de la personne qui répond au sondage, c'est la première question. Ça donne quand même un gros biais d'interprétation sur le fait que si autant de personnes disaient être violées, et que personne ne se sent coupable, et que 76% des gens qui s'intéressent aux questions de consentement via les sondages qui parlent justement des violences sexuelles et sexistes sont des femmes, peut-être, je veux pas utiliser le gros mot, mais il y a peut-être quelque chose à déconstruire du côté des garçons, je ne sais pas. Et donc, si les femmes manifestent un beaucoup plus grand intérêt que les garçons sur ces questions-là, c'est peut-être aussi parce que c'est elles qui en sont majoritairement victimes. Alors on sait, oui, des hommes aussi sont agressés. Et on sait, not all men. On sait tout. Et des femmes peuvent être agresseuses. On sait. Voilà. Mais c'est pas ça qui fait parler les statistiques. Et on est convaincus, parce qu'on essaye de voir le monde dans ce qu'il a de plus beau, que peu d'hommes ont en fait la vraie volonté d'être des violeurs. Ainsi, pour être sûr de ne pas violer, agresser, abuser ou outrer, on pratique le consentement. Enthousiaste, libre, éclairé, spécifique et réversible. Enthousiaste, ça veut dire qu'il est donné avec le sourire, à minima, qu'on force pas pour l'avoir. Libre, ça veut dire qu'il est donné sans contrainte, sans menace, sans pression, sans je te rends tes affaires si jamais t'acceptes de faire ça. Je te laisse sortir si jamais t'acceptes de faire ça. Éclairé, ça veut dire qu'il est donné en pleine conscience. Ce qui veut dire que quand les gens sont vraiment raptas de ouf, on les laisse tranquilles. Voilà. Spécifique, c'est qu'il est donné pour un acte spécifique, comme on dit oui pour une fellation, ça veut pas dire qu'on dit oui pour la totale avec la sodomie à la fin et la parade Disney. Réversible, ça veut dire qu'il est donné, mais qu'il peut être repris. Et on s'assure régulièrement que tout est ok avec notre partenaire par un petit « ça va, tu kiffes, tout se passe bien, je continue, on en est encore !» Et de manière générale, un égale non. C'était un silence. Et ce n'est pas grave, parce qu'on n'a pas envie d'être un violeur. La soumission chimique, c'est un terme médico-légal qui est utilisé pour définir le fait de droguer quelqu'un en vue d'abuser de lui ou de l'agresser. En France, il y a une agence qui s'appelle l'Agence nationale de sûreté du médicament qui recense les cas de soumission chimique.
Sûreté du médicament de soumission chimique, vous allez comprendre le lien un petit peu plus tard. En gros, ces chiffres, ils viennent essentiellement des urgences et des laboratoires d'expertise médico-légale. Donc ça biaise un petit peu les résultats, puisque ce sont des résultats avérés. En gros, la NSM, pour la prévenir d'un cas de soumission chimique, on remplit un formulaire spécifique aux urgences. C'est pas vous qui le remplissez, c'est le médecin qui le remplit. Premier biais. Ensuite, on l'envoie à la NSM, qui trie avec les cas de soumission avérés, les cas de soumission possibles et les non-cas de soumission chimique qui sont reclassifiés en vulnérabilité chimique. Donc ça fait un deuxième biais d'interprétation. Et ensuite, il y a des rapports qui sont édités chaque année et qui sont disponibles gratos à tous sur l'internet. Et malgré ces biais d'interprétation qui filtrent quand même pas mal les informations, il y a des informations qui sont intéressantes, notamment le profil des victimes, majoritairement des femmes. Surtout des femmes. Et des enfants, puisqu'en fait, on drogue aussi beaucoup les enfants pour abuser d'eux, sachez-le. C'est un petit peu la surprise de quand on lit ce rapport. Et les produits utilisés, donc l'alcool, en grande majorité. En gros, la soumission chimique, c'est ni plus ni moins qu'un empoisonnement qui a pas pour but de tuer. Voilà. C'est comme ça que nous, on pourrait l'expliquer. Et comme l'alcool est un toxique, c'est-à-dire une substance psychoactive, c'est-à-dire une drogue, faire boire quelqu'un pour la détendre, c'est de la soumission chimique. Et s'il y a relation sexuelle, potentiellement, c'est un viol. La parole se libère depuis le mouvement MeToo. Et de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les agresseurs et les agressions. Et c'est très bien. Néanmoins, ces derniers temps, le focus est mis sur la soumission chimique, et notamment sur le GHB. Alors nous, ça nous dérangerait pas d'accuser à tort un produit, même si c'est pas vraiment dans nos valeurs de dire que le problème c'est le produit, mais plutôt les usages. Néanmoins, que le focus soit mis sur le GHB plutôt que sur cette forme d'agression, nous, ça nous pose problème, notamment parce qu'en fait, le GHB, selon la NSM, donc selon les hôpitaux, les cas recensés, est incriminé dans moins de 1% des cas. 1%, ça fait vraiment pas beaucoup. Alors, effectivement, l'usage existe. Par contre, 1%, c'est vraiment abusé de mettre le focus sur ça, alors qu'en fait, le produit qui est le plus incriminé dans la soumission chimique, et qui est souvent utilisé avec d'autres produits, mais qui peut aussi être utilisé seul, c'est l'alcool. Voilà, l'alcool, encore l'alcool, toujours l'alcool, et ensuite c'est beaucoup de médicaments. Pour vous la faire courte, selon le rapport de la NSM, en 2019, les cas de soumission chimique, il y a environ 1 sur 4 qui a été pratiqué sans utiliser de médicaments. Et quand on parle de produits qui sont non médicamenteux, du coup là on parle de drogue illégale. Donc coke, héros, opium, MDMA et GHB, celui-là. Et GBL essentiellement, mais on y reviendra un petit peu plus tard. En France, on n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher de quoi assommer un cheval. Je veux dire, vous ouvrez le tiroir de votre maman, si elle est un peu stressée, vous avez dedans des anxiolytiques. Vous ouvrez le tiroir de votre papa ou l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Si quelqu'un a des problèmes de sommeil, vous allez trouver des neuroleptiques ou vous allez trouver des hypnotiques. Et puis si vous avez un petit frère ou une petite sœur qui s'est cassé le bras récemment, possible que vous ayez de la codéine qui traîne aussi. Donc en vrai, on est le 2e pays plus gros consommateur de benzodiazépines, donc c'est les médicaments pour l'anxiété. Et ça, c'est toujours déconseillé avec l'alcool. En gros, de toute façon, tous les médicaments quasiment sont déconseillés avec l'alcool. En tout cas, ne sont pas conseillés. Notamment parce qu'ils induisent une somnolence, perte des repères, parfois perte de mémoire, blackout, enfin voilà. Tout ce qu'on recherche pour pratiquer une bonne soumission chimique. Bon, on va passer rapidement sur les effets du GHB et on va d'abord vous dire qu'en fait le GHB qu'on trouve en France c'est essentiellement du GBL, donc c'est un solvant industriel qui ne pourra pas être interdit même si y avait une volonté d'interdire et même si l'interdiction changeait quelque chose aux usages de drogue. Parce qu'au fait, non, même si c'était interdit, sachez que ça tournerait quand même. Donc le GBL, gamma-butyrolactone, c'est donc un solvant qu'on utilise dans l'industrie et qui peut faire fondre des plastiques. Les usagers de G s'en rendent compte à la faveur d'un flacon renversé sur un téléphone avec un téléphone qui fond à côté. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est healthy. Et donc, pourquoi les gens boivent du solvant industriel? Parce que le foie est une machine incroyable qui métabolise des produits en d'autres produits et qui transforme le GBL, donc ce dissolvant, en GHB. Pour vous donner une idée des effets, 1 millilitre de GBL est métabolisé par le foie en à peu près 1 gramme de GHB en termes d'effets. Si vous en avez jamais pris, ça vous dira pas grand chose. En revanche, c'est pour vous montrer la puissance du bordel. Ça fait sensiblement les mêmes effets que l'alcool, mais en 100 fois plus puissant. C'est-à-dire que 1 millilitre de GBL va vous donner un effet cuite, 2 millilitres de GBL peut potentiellement provoquer un coma et vous tuer. Voilà. Et ça, c'est bien plus d'1 millilitre. Avec le GBL, les effets montent en 15-20 minutes, grand max, et durent à peu près 1 heure. Donc on va avoir chaud, on va avoir envie de se frotter à tout le monde, on va un peu se marrer, on va avoir la tête qui tourne, légèrement, tranquille. Des petites pertes de mémoire, pas des gros blackouts, en tout cas pas avec des petites doses, mais des petites pertes de mémoire.
Du style, on a oublié qu'on a consommé, on a oublié qu'on vient de consommer du jet, et 10 minutes plus tard, oh on a envie d'en reprendre, on a oublié, on en reprend, et là on peut faire une surdose. Donc c'est pas drôle. La surdose, ça entraîne du coup état confus, puis très rapidement on s'endort, piquage de nez vénère, puis très rapidement on perd connaissance, et puis très rapidement on fait une dépression respiratoire. Et ça aussi beaucoup si on mélange avec l'alcool. Sachant que mélanger alcool et jet, les gens qui en prennent pour leur plaisir, qui en prennent sciemment en dosant eux-mêmes et en faisant la fête, eux-mêmes ne font pas ce mélange parce qu'il est bien trop dangereux. En cas de surdose consécutive à une consommation de jet, une suspicion de consommation de jet ou avec l'alcool, et notamment alcool et jet, on surveille la personne. On surveille son rythme cardiaque et sa capacité de respiration. Et si jamais ça commence à faire des irrégularités, on appelle le 15, on n'hésite pas. C'est pas parce qu'il y a des consos de drogue que les pompiers vont appeler les flics. Par contre, les flics seront appelés s'il y a un décès, conso de drogue ou pas conso de drogue. Donc essayez d'éviter de voir vos amis mourir devant vous. Un autre terme important à définir ensemble, c'est la vulnérabilité chimique. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, quand on disait que les cas de soumission chimique qui n'étaient pas avérés ou qui n'étaient pas validés en tant que soumission chimique par la NSM, ils étaient requalifiés en vulnérabilité chimique. La vulnérabilité chimique, c'est l'état dans lequel on est vulnérable et plus capable de se défendre s'il nous arrive quelque chose. Ça paraît un petit peu sentencieux dit comme ça, mais dans les faits, ça peut arriver à tout le monde et c'est jamais une raison pour se faire agresser, c'est jamais une validation pour agresser quelqu'un. L'agression est toujours le fait de l'agresseur, peu importe comment on est habillé, ce qu'on a consommé, dans quel état on a la tête dans le caniveau et pas de culotte. Personne n'a à nous toucher si ça peut nous arriver. Et la vulnérabilité chimique, ça veut pas dire c'était de ta faute ce qui t'est arrivé. La vulnérabilité chimique, c'est un petit peu comme quand on est bourré, qu'on n'est plus capable de se défendre, qu'on fait des choix qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas bourré. Ou qu'on se met en danger de manière où on ne se serait pas mis en danger si on n'avait pas été bourré. Ça commence avec l'alcool et ça continue avec toute la liste des produits psychoactifs. Et par contre, ça fait un peu barbare, mais sachez que c'est pas parce qu'on acte que c'était de la vulnérabilité chimique et qu'il vous est arrivé quelque chose, c'est pas la faute de la vulnérabilité chimique, c'est la faute de l'agresseur. Ça veut pas dire « Bouh, c'est toi, c'est ta faute si tu t'es fait agresser ». C'est jamais ta faute si tu t'es fait agresser. C'est un truc que les gens disent beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, notamment dans les familles qui ne sont pas soutenantes, notamment parfois dans le milieu médical, médico-légal, c'est des choses qu'on entend, c'est sa faute. C'est jamais sa faute. C'est toujours la faute de l'agresseur. C'est là où c'est important de faire le distinguo entre la soumission chimique et la suspicion de soumission chimique. Avec les réseaux sociaux et l'emballement médiatique à ce sujet, on a tôt fait de se dire « Bouh, le milieu de la nuit est vachement moins safe qu'avant, il faut mettre tous ses œufs dans le même panier, remettre son chaperon rouge, prendre son panier de beurre et filer chez grand-mère avant que le grand méchant loup nous chope. » Alors qu'en fait, le milieu de la nuit, il a jamais été safe. Les gens qui disent « ça n'arrivait pas avant », parce qu'il y en a qui le disent sur les réseaux sociaux, on en a eu des gens qui nous ont dit ça à nous. Ça n'arrivait pas avant, c'est des gens qui ont des œillères, des bouchons d'oreilles sur eux et les deux doigts dans le nez et qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur la planète Terre entre les humains. Parce qu'en fait, avant, les victimes, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles fermaient leur gueule, elles culpabilisaient. Et c'est de cette manière que le milieu était beaucoup plus safe. Parce qu'en fait, les agresseurs et les agresseuses potentielles, en tout cas avérés, ceux-là, les gens qui agressaient, eux, ils avaient la gouaille, ils avaient un bon réseau, ils étaient patrons de bar, ils étaient influents, ils étaient charismatiques, beaux, sympas, séducteurs, avec une belle bande de potes bien soutenante, et du coup, ils étaient jamais inquiétés. Et encore une fois, c'est cette idée du consentement, et c'est cet état de fait de les femmes s'intéressent plus au consentement que les hommes, qui nous pousse à penser ce truc-là, parce qu'on a envie de se dire que tout n'est pas perdu, et que tous les violeurs doivent être punis, les agresseurs aussi. En revanche, on a envie de croire que les gens, une fois qu'ils sauront que c'était un viol ce qu'ils ont fait, ils ne le feront plus.